Vous écoutez un podcast produit par l'association Les Fameuses, enregistré en juin 2023 à l'Opéra Gralin de Nantes. Léa Dorion est chercheuse et autrice. Elle est en conversation avec Clémentine Lemaire, coprésidente de l'association Les Fameuses, pour une discussion intitulée « L'entreprise du 21e siècle sera féministe ou ne sera pas ?» Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes docteur en sciences de gestion et enseignante, chercheuse et maîtresse de conférences en management à Paris-Saclay. Et c'est pourquoi on vous a invité, vous êtes l'autrice aux éditions Duno du livre « L'entreprise du 21e siècle sera féministe, manuel d'action ». Alors, ma première question, c'est pourquoi ce livre ? Parce que j'entends déjà les possibles, alors peut-être pas dans cette salle, mais les possibles. Le féminisme, c'est une opinion, ça n'a rien à faire en entreprise. Oui, alors clairement, il doit y avoir des gens qui, en voyant le titre du livre, se demandent un peu le pourquoi du comment. Mais justement, l'enjeu du livre, c'était de montrer qu'il y avait un vrai sujet et que c'était donc non seulement pas une opinion, c'est-à-dire l'enjeu, c'était d'amener aussi des éléments scientifiques, au sens des éléments des sciences sociales, pour justifier la pertinence des revendications féministes, mais aussi de montrer que l'entreprise n'était pas un espace neutre du point de vue du genre, mais qu'il y avait bien un sujet, c'est-à-dire que les entreprises et le monde du travail en général sont non seulement un espace de reproduction des inégalités, mais aussi un espace de production, quand il y a vraiment quelque chose qui se passe de spécifique à ce monde-là qu'il faut interroger. Donc c'était vraiment de montrer c'est important de parler de féminisme en entreprise. Une autre croyance répandue est la suivante: les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, ça me nuiserait. Voir les inégalités qui persistent serait acceptable, ou en tout cas on devrait s'y faire, ou même que le problème serait réglé et qu'on serait égal au travail. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne suis pas très d'accord avec ça, évidemment. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a bien sûr de très nombreuses inégalités qui persistent. Alors il y a plein de chiffres qui ont été produits par les sciences sociales pour quantifier en fait les inégalités. Et donc tout ce travail de quantification vise à rendre visible justement le problème et vise à déconstruire ce que Christine Delphi appelle le mythe de l'égalité déjà là. Donc cette idée justement qui est un peu présente, qu'il n'y aurait plus de problèmes et que les féministes continuent à inventer des problèmes pour faire les intéressantes. Donc la quantification des inégalités a vraiment ce rôle-là de faire advenir le problème. Donc il y a des chiffres très connus, comme 25% à peu près d'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes. Donc la question des inégalités salariales, elle est traitée depuis très longtemps. Elle met en lumière un tas d'autres problèmes en fait, liés à l'organisation genrée des entreprises aujourd'hui. Justement, si on rentre un peu dans ce que nous disent les chiffres, déjà sur ce qu'on arrive à quantifier, qu'est-ce qu'ils nous disent et comment on arrive à cette inégalité qui existe de fait ? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de décortiquer en fait les inégalités de salaire, puisqu'elles sont liées à plein de facteurs qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans le monde du travail. Donc, un des premiers facteurs qui explique ces 25%, où le chiffre varie un petit peu selon les sources, mais globalement c'est ça. Un premier facteur qui l'explique, c'est le temps partiel, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus à temps partiel que les hommes. Environ 30% des femmes travaillent à temps partiel contre 7% pour les hommes. Et donc ce temps partiel, il n'est pas du tout toujours choisi, c'est-à-dire qu'il est souvent imposé, on est sur du travail en miettes. Et donc ça, c'est un facteur qui explique à peu près 10% des inégalités de salaire. Ensuite, on a la ségrégation horizontale et verticale des personnes dans les entreprises, c'est-à-dire que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes emplois, c'est-à-dire que vous avez des métiers masculinisés, des métiers féminisés, et dans la très grande majorité des cas, les métiers occupés principalement par des femmes sont aussi symboliquement et financièrement très dévalorisés. Alors qu'à l'inverse, les métiers masculins sont mieux rémunérés. Et puis la ségrégation verticale, c'est ce qu'on appelle aussi le plafond de verre, le fait que les femmes accèdent moins à des postes à responsabilité, qui bien sûr explique des plus faibles niveaux de rémunération. Donc il y a plein de facteurs comme ça qui expliquent les inégalités de salaire et qui en fait donnent à voir vraiment ce qui se passe dans les entreprises. Donc il y a des choses qu'on arrive à mesurer. Et dans votre livre, vous ajoutez que ces inégalités aussi, il y a des phénomènes non quantifiables qui viennent pourtant, qui influencent justement ces inégalités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est vrai qu'il y a
En fait, quand on parle de la question de l'égalité professionnelle, on se focalise souvent sur les inégalités de salaire. Et j'ai voulu, mais avec plein d'autres chercheuses, mettre aussi l'accent sur la question de la violence de genre, qui est un phénomène très marqué en entreprise et qui est plus difficile à quantifier. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres sur, par exemple, la proportion de femmes qui se font harceler au travail. On peut avoir ces chiffres, par exemple, en regardant le nombre de plaintes qui sont remontées à l'employeur. Mais en fait, la question de la violence de genre, elle est tellement protéiforme et tellement présente qu'elle est très difficilement mesurable pour plein de raisons. La première, si on prend la question du harcèlement sexuel, c'est qu'il y a beaucoup de femmes et de personnes qui ne sont pas au courant qu'elles se font harceler, parce que c'est des comportements qui sont encastrés profondément dans la culture de l'entreprise et qui sont plus questionnés. Et le deuxième problème avec la violence de genre, c'est qu'elle est quotidienne, elle est permanente et elle va créer des climats extrêmement délétères pour les femmes et les personnes minorisées dans les entreprises. Et donc ça peut aller de la blague sexiste à la remarque sur les charges familiales, jusque bien sûr aux formes plus graves de violence comme les agressions sexuelles et les viols. Et donc en fait, l'ensemble de ces formes de violence qu'on appelle le continuum des violences, même si bien sûr ils sont de gravité très différentes, servent un objectif commun qui est le contrôle social des femmes dans les entreprises. Et donc ce contrôle-là, le contrôle de leur corps et donc de leur personne, vise à les obliger à certains comportements ou à les empêcher d'avoir certains comportements. Donc c'est vraiment un phénomène très ancré dans l'entreprise du fait, bien sûr, de la contrainte hiérarchique et économique dans lesquelles les femmes se trouvent prises. Oui, du coup, ça m'amène à la question du consentement, qui est un mot aujourd'hui, un terme qu'on entend beaucoup et qu'on associe plutôt donc à la sphère des violences sexistes et sexuelles, mais vous nous dites qu'elle existe en entreprise, on l'entend plutôt dans la société, et pourtant, vous dites dans votre livre qu'il a pleinement, qu'il doit être questionné dans le monde de l'entreprise. Oui, parce qu'effectivement, pour qu'il n'y ait pas violence, on dit souvent qu'il faut qu'il y ait consentement, mais la question du consentement, elle se pose quand même à nouveau frais dans des environnements de travail, puisqu'il y a à la fois la relation de subordination qui est liée au contrat de travail et il y a la dépendance économique. Et ça, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que les personnes qui sont les plus exposées aux violences sexuelles sont aussi les personnes qui sont les plus fragiles économiquement. Bien sûr, on a entendu parler de cas très connus de violences sexuelles qui sont passées dans la sphère professionnelle avec l'affaire Weinstein, par exemple. Mais de fait, la violence sexuelle, elle va principalement toucher les femmes qui sont précarisées, par exemple les femmes qui sont dans des contrats de sous-traitance. Donc, il y avait un exemple très connu qui a été mis en lumière par la grève des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles à Paris. Il y avait un cas d'un viol d'une femme de chambre par le directeur de l'hôtel. Typiquement, en fait, le fait d'être dans une contrainte économique pareille, ça empêche de parler, ça empêche de faire quelque chose pour témoigner de la situation. Sans compter, bien sûr, que ce pourvoir en justice coûte infiniment cher, etc. Donc il y a plein, en fait, de freins économiques qui, je dirais pas qui empêchent presque le consentement dans la sphère professionnelle, mais en tout cas qui l'interrogent très fortement. Ouais, en tout cas, oui, le mot doit être questionné, il doit être présent dans le langage en entreprise, en tout cas. Dans votre ouvrage, c'est un peu ce que vous abordez là, avec la question, notamment en prenant l'exemple des personnes dans les hôtels, vous insistez sur le fait que penser la lutte pour l'égalité en entreprise, elle doit de toute façon se faire de façon intersectionnelle. Ouais, ça me semblait important de le dire. Alors en fait, c'est un mot qui est très très utilisé aujourd'hui, qui, je vais pas vous faire un cours, mais son utilité première, c'était de rendre compte de la situation particulière des femmes noires aux États-Unis, puisque c'était un terme qui a été proposé dans les années 80 par la juriste Kimberly Crenshaw aux États-Unis. Et donc l'idée, c'était de mettre en lumière que les femmes noires vivaient une oppression spécifique à l'intersection du coup du racisme et du sexisme. Et donc c'est vrai que c'est un outil conceptuel hyper fort pour rendre compte de la variété des vécus des femmes dans la société et donc au travail aussi. Et donc c'est un outil qui me semblait particulièrement important à déployer pour l'analyse du travail et en particulier en sciences de gestion, et je pense que c'est le cas dans plein d'autres disciplines des sciences sociales, parce que ce sont des disciplines, en tout cas dans ma discipline, on s'intéresse beaucoup aux femmes managers, donc aux femmes cadres, le management en tant que discipline, parce que ça existe comme discipline, c'est pas très connu, mais ça existe, il y a beaucoup de recherches qui s'intéressent aux femmes managers, qui représentent en fait, les femmes cadres ne représentent que 14% des femmes qui travaillent. Donc on est quand même sur une sur une minorité de femmes. Et donc
tout l'enjeu, c'était de savoir comment est-ce qu'on améliore la vie au travail de l'ensemble des femmes, pas juste de ces 14%-là. Et donc c'est pour ça que l'intersectionnalité, elle permet de prendre en compte l'influence d'autres systèmes d'oppression, en particulier liés à la classe sociale et à la race dans le monde du travail, puisque ce sont deux systèmes d'exploitation qui vraiment façonnent la vie des femmes de façon très différente dans le monde du travail. Enfin, juste un chiffre, parce qu'on n'a pas le droit en France de faire des statistiques ethniques, mais le défenseur des droits a quand même proposé des chiffres qui permettent d'appréhender la différence des vécus des femmes en fonction de là où elles se positionnent dans le rapport de domination lié à la race. Et donc on est sur environ 25% des femmes blanches qui rapportent de la discrimination dans leur travail, et on est sur 65% pour les femmes qui sont perçues comme noires, arabes ou asiatiques. Donc on est sur un rapport de 1 à 3 à peu près. Enfin, voilà. Donc c'est quand même très très différent. Donc c'est important de le prendre en compte et de chercher des solutions aussi qui permettent de résoudre la situation pour toutes les femmes. Oui, et d'ailleurs, quand on pense lutte contre les inégalités au travail, on pense notamment à des dispositifs qui peuvent exister. Et là, je pense à deux en particulier, des dispositifs de formation qu'on propose à des femmes, ou du coaching, du mentorat. Déjà, on pourrait se questionner est-ce qu'elles sont proposées à toutes les femmes, ou est-ce qu'on est sur les 14% managers, et qu'est-ce que ça dit de l'éventuel, toujours un peu la même rengaine de c'est les femmes qu'on responsabilise dans la lutte contre les inégalités qu'elles subissent elles-mêmes, quoi. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai voulu prendre le contre-pied en fait de ça justement en écrivant un livre qui s'adresse plutôt aux hommes managers qui ont du pouvoir, parce que j'en avais marre qu'on conseille aux femmes de faire quelque chose pour réussir leur carrière, réussir à jongler entre toutes les sphères de leur vie, etc. Il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de je trouve que c'est très utile individuellement pour certaines femmes de se faire accompagner, d'avoir des dispositifs de coaching, etc. Il y a aussi des démarches qui sont plutôt de l'ordre de l'autodéfense, qui me semblent aussi intéressantes, qui sont un peu différentes. C'est-à-dire, il y a je pense au travail par exemple de Marie Da Silva, qui est une coach qui s'adresse aux femmes racisées pour leur apprendre à se défendre face aux violences perçues dans le monde du travail. Donc ça me semble hyper utile. Mais effectivement, ça me semble dévoyer en fait l'argument, la logique dont on parlait tout à l'heure en début d'après-midi, sur ne nous libérez pas, on s'en charge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cet argument de l'émancipation et de l'empowerment qui est totalement coopté par la rhétorique, par le système capitaliste, qui transforme cette idée d'émancipation par soi-même en une idée de responsabilisation totale de l'individu et donc de déresponsabilisation des entreprises. Et c'est ça qui me semble dangereux en fait, parce que c'est voué à l'échec, parce que ça met les femmes face à des injonctions paradoxales, parce que c'est une démarche très individualiste, etc. Et il y a aussi le risque dans toutes ces démarches-là, en général, d'essentialiser les compétences féminines, puisqu'il y a beaucoup de livres de développement personnel, par exemple, qui vont chercher à développer le leadership au féminin, etc. Et donc il y a un fort risque quand même d'essentialiser ce qu'est le féminin, qui, en tout cas, historiquement, a plutôt desservi les femmes dans ce qu'on peut observer. Des compétences dites féminines, l'empathie, on en a déjà parlé depuis le début de cet événement, effectivement, comme quoi nous serions dotés naturellement de compétences, et que c'est celles-ci qu'il faut aller chercher et exercer de façon complémentaire à nos collègues masculins. Donc vous dites en fait que dans le livre que ces approches, elles sont utiles, elles sont nécessaires, elles participent de ce mouvement ne vous libérez pas, on s'en charge, et que le désir d'émancipation il doit aussi partir des individus, mais pour autant que ça ne suffit pas. Et vous proposez justement, c'est ça qui est assez génial aussi dans le livre que vous avez appelé, et je le répète, manuel d'action, qui se veut aussi très, très opérationnel, très concret. Du coup, comment on fait donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur les pistes justement que vous abordez dans le livre pour lutter collectivement à ce défi structurel et pas seulement à un défi individuel? Oui, alors c'est effectivement la deuxième partie est tournée vers l'action. Alors c'est un peu difficile parce que il s'agit de trouver un plan d'action pour faire la révolution, donc c'était un peu ambitieux. Mais tout le monde l'attend là. J'ai essayé de penser à 3 niveaux, on en parlera, mais le premier niveau, c'était je m'adressais aux hommes managers, aux personnes en position de pouvoir plutôt individuellement pour leur donner des indications sur comment changer leur comportement et s'inscrire en solidarité avec toutes les femmes. Le deuxième niveau était plutôt comment changer son entreprise, très concrètement. Et puis le troisième niveau, on en parlera tout à l'heure, c'est changer l'organisation du travail.
Mais donc effectivement, le premier levier d'action important, c'est quand même de s'adresser donc aux personnes qui posent problème, puisque finalement, pas forcément sur la question des inégalités salariales, mais sur la question de la violence, même si il ne faut pas individualiser le problème, puisque c'est jamais qu'une personne qui harcèle une autre personne, qui a un climat de travail qui le rend possible. L'idée, c'était quand même que chaque personne individuellement prenne conscience de sa participation à un système de domination. Donc c'est un peu difficile quand on est dominant, donc, que ce soit quand on est un homme, quand on est une personne blanche, de déconstruire ses privilèges et de chercher à les abolir. Et ce que j'essaie de montrer justement, c'est que c'est un processus de disempowerment, c'est-à-dire un processus de perte de pouvoir, et qu'on ne peut pas trop y échapper. C'est-à-dire que forcément, il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va être différent. Et donc je propose des choses très concrètes, par exemple des choses à lire, comment se former, mais aussi un truc qui me semble important, c'était comment est-ce que les hommes managers peuvent intervenir dans les espaces de non-mixité masculine qui sont pléthoriques en entreprise, par exemple en reprenant systématiquement, j'ai fait peur au micro, en reprenant leur père masculin dès lors qu'il y a des comportements inacceptables, des blagues sexistes, etc. Donc c'est ce que Dupuy-Derry appelle le boy watch, cette idée qu'il faut surveiller ses pairs. Donc voilà, des choses très concrètes comme ça qui permettent quand même, qui permettraient, si c'était appliqué largement, d'améliorer la situation au travail de pas mal de femmes. Je vous coupe un instant, c'était Francis Dupuy-Derry. Ouais, Francis. Bon, je ne sais pas si ça avait bien été entendu, mais une référence, puisque comme vous le rappelez, c'est bien de lire et de se former. Voilà, si vous voulez, Francis Dupuy-Derry. Ouais, il est très intéressant sur l'engagement des hommes dans le féminisme. Et donc, le deuxième, un peu le cœur du livre, c'est comment changer son environnement de travail. Et donc ça, c'est à la fois hyper intéressant, et j'ai pas du tout balayé l'ensemble des sujets, mais j'identifie plusieurs choses. Je peux donner peut-être quelques exemples. Une des choses importantes, c'est de prévenir les violences sexuelles, puisque alors je suis pas juriste, donc je sais pas s'il y a des juristes dans la salle, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, mais quand on regarde le code du travail, on se rend compte qu'il est très très peu contraignant pour les entreprises sur ce sujet. On a l'impression que la question du harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui est hyper connu, hyper encadré par la loi. Mais en fait, il y a très peu d'obligations qui sont faites aux entreprises en matière de prévention du harcèlement sexuel. Et en gros, le principal risque pour elles, c'est un risque juridique, c'est-à-dire que c'est un risque que les employés les attaquent en justice. Quand on regarde le taux de condamnation des violences sexuelles en justice, c'est pas un très gros risque en fait. Donc, un truc important que je suggère dans mes propositions, c'est que les entreprises s'engagent proactivement sur cette question des préventions, mettent des budgets, fassent des formations, proposent des solutions innovantes pour aussi gérer en fait les harceleurs ou les personnes violentes, peut-être en dehors de la justice punitive. Ça, c'est un autre chantier. Voilà. Et il y a tout après d'autres aspects, par exemple revoir sa politique de gestion des ressources humaines, c'est un truc de base, mais c'est vraiment la manière dont sont gérés les employés, c'est bien sûr là où vont se situer aussi la reproduction des inégalités. Donc là, il y a plein de propositions, par exemple, tu parlais tout à l'heure de la question des formations. Très souvent, les femmes ouvrières ou les femmes qui ne sont pas cadres, globalement, sont exclues des dispositifs de formation professionnelle, donc ce qui empêche d'améliorer ses conditions de travail, ses conditions d'emploi. On peut aussi limiter la précarité des contrats. Donc, une manière de sécuriser les femmes au travail, c'est de limiter l'intérim, les CDD, etc. Et après, il y a toute la question dont on gère les carrières des femmes, qui est super intéressante. Par exemple, donc là, je m'intéresse un peu aux femmes cadres aussi, je les oublie pas parce que en plus, je m'appuie sur la littérature en gestion qui a beaucoup documenté comment est-ce qu'on pouvait améliorer leur sort. Mais un des trucs importants, c'est la question des enfants, des grossesses en fait dans la carrière. Et en général, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un moment clé dans la carrière, c'est en gros entre 30 et 35 ans. C'est le moment où il faut être le plus investi, c'est le moment où vous allez être identifié comme étant quelqu'un à potentiel pour l'entreprise, et c'est aussi le moment où les gens en général font des enfants. Et donc très, très souvent les femmes sortent de ces processus de carrière ascensionnelle à ce moment-là. Et donc c'est intéressant aussi pour les entreprises de repenser les parcours de carrière en pensant d'autres temporalités, le fait de pouvoir revenir à la carrière à 40 ans par exemple, et plus globalement ça amène aussi une réflexion sur la place de la parentalité dans les entreprises, puisque aujourd'hui quand même c'est assez marqué, les entreprises font comme si les employés n'avaient pas de responsabilité familiale.
C'est-à-dire que ces responsabilités-là, elles sont renvoyées à la sphère domestique et elles sont bien sûr attribuées aux femmes qui sont en majorité en charge de ce travail reproductif. Et donc si les entreprises cessaient de faire comme si ça n'existait pas, et donc en assignant les femmes à ce travail, probablement que ça permettrait aussi de permettre un meilleur engagement des femmes dans leur travail et des meilleures conditions de travail globalement. Donc voilà, il y a plein sur le volet des ressources humaines, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Je sens qu'on tire le fil là, petit à petit. On est passé de dispositifs qui existent, du coaching, du mentorat, ou en tout cas on s'adressait à la personne individuelle que la victime de ces inégalités, enfin celle qui subissait les inégalités, pour aller vers avec ce que tu proposes, le fait d'être allié du féminisme et de transformer ces pratiques sur un questionnement pour que toutes et tous interrogent ses propres pratiques et qu'est-ce qu'il ou elle peut faire. Beaucoup il, quelques elle, peut faire pour travailler sur la systémie, etc. Jusqu'à, et c'est le troisième axe, la troisième piste que tu proposes dans ton ouvrage, questionner l'organisation même du travail, même ce qu'est une entreprise et qu'est-ce que ça veut dire d'être une entreprise aujourd'hui, et jusqu'au rapport au capitalisme, etc. Mais je vais me taire et je vais te laisser en parler. Oui, c'est vrai que c'était... En fait, une des pistes que je propose, c'est d'augmenter les salaires. C'est-à-dire de redistribuer différemment les bénéfices des entreprises. Parce que si on cherche à améliorer les conditions d'emploi et de travail de la majorité des femmes, il ne s'agit pas d'augmenter juste une minorité qui serait donc les plus haut placés dans l'entreprise, mais bien d'améliorer en fait les salaires de tout le monde. Et donc là, c'est typiquement sur cette question-là, on voit que ça vient en contradiction totale avec le mode de fonctionnement des entreprises dans le système capitaliste, où la mission des entreprises, telle que définie dans les statuts juridiques, c'est bien l'augmentation du profit des propriétaires de l'entreprise, donc qui sont les actionnaires. Donc en fait, il n'y a aucune décision de l'entreprise qui peut aller dans le sens d'une perte de profit pour les actionnaires, et donc une redistribution des profits pour augmenter les salaires est impossible en fait dans la plupart des entreprises capitalistes. Donc c'est là que le bas blesse finalement. Bon, pour vous dire la vérité, quand j'ai écrit le livre, j'avais cette idée. C'est plutôt ça qui m'intéresse du point de vue de la recherche. C'est comment repenser le monde du travail différemment. C'est-à-dire que je pense que c'est important de le transformer dès aujourd'hui avec des pratiques un peu plus, on va dire, moins ambitieuses et plus à court terme, comme ce que je propose, comme ce que je disais à l'instant. Mais je pense fondamentalement qu'une entreprise capitaliste ne peut pas être féministe. Donc ça demande de réinventer en fait des formes d'organisation du travail. Et on peut penser, alors une des formes d'organisation du travail qui existe déjà en fait, c'est la forme coopérative. Donc les coopératives de travailleurs, c'est globalement le principe, ce sont les travailleurs qui possèdent l'outil de production, donc il n'y a pas de séparation entre les personnes qui détiennent le capital et les personnes qui travaillent. Et donc ça, d'emblée, en fait, ça limite des facteurs structurels d'oppression des femmes, mais pas seulement, de l'ensemble des classes ouvrières, en gros. Donc ça, c'est un élément qui me semble fondamental parce que ça va limiter les causes structurelles de l'oppression et de l'exploitation des femmes. Alors bien sûr, c'est pas parfait, notamment parce que les coopératives ne règlent pas forcément la question du travail reproductif. Donc le travail reproductif, c'est le travail domestique et le travail de soins aux enfants. Donc c'est ce qui permet de reproduire les travailleurs à la fois quotidiennement en lavant leur linge, etc., et de les reproduire de façon générationnelle, en faisant de nouvelles générations de travailleurs. Et donc la question des coopératives ne règle pas vraiment ça, puisqu'on a toujours une séparation entre la sphère productive, même si elle est organisée de façon coopérative, et la sphère reproductive qui reste dans la vie privée. Et donc, pour aller un peu plus, il faut aller encore un peu plus dans l'imagination quelque part pour imaginer une organisation du travail qui serait véritablement féministe, qui en fait demande une réorganisation de la société et en particulier le fait de cesser de séparer la sphère productive et la sphère reproductive. Et donc ça, c'est vrai que j'ai pas trop trouvé encore d'exemples, on va dire, très concrets, même si je pense qu'ils sont plus à trouver dans les communautés en fait intentionnelles de personnes qui s'installent. On en parlait tout à l'heure. Dans les années 70, il y a beaucoup des terres de femmes notamment qui travaillaient et qui élevaient ensemble des enfants, par exemple. Mais on trouve beaucoup d'exemples en fait de ce genre de fonctionnement-là dans la science-fiction féministe. Parce que j'adore la science-fiction féministe. Et il y a pas mal de science-fiction féministe qui justement en fait nous donne à voir des sociétés où le travail reproductif est assuré pas au sein d'une famille nucléaire dans une logique d'exploitation d'un des deux parents
pour le système capitaliste, mais qui donne à voir au contraire des organisations véritablement égalitaires où il n'y a pas de logique d'exploitation. Mais voilà, évidemment, ça demande de cultiver une imagination un peu plus intense que celle dont on a l'habitude, que j'ai pas forcément pu développer dans le livre, mais qui me semble la voie véritablement féministe. Très bien. Est-ce que peut-être avant de demander au public s'il y a des questions, tu as quelques noms de pistes de science-fiction féministe, d'ouvrages à recommander ou On les a un peu évoqués tout à l'heure. Ouais. Moi, j'adore Ursula Le Guin, Octavia Butler, Becky Chambers, N.K. Jemisin, choses comme ça. Ok. Merci beaucoup, Léa. Vous pouvez retrouver les autres conférences du Festival 2023 des Fameuses consacrées aux utopies féministes sur le site internet lesfameuses.com. Si vous souhaitez adhérer, donner ou collaborer avec l'association Les Fameuses, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram @lesfameuses_, sur LinkedIn ou sur Facebook. Merci pour votre écoute.